Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette troisième saison du podcast In Shape to Grow. Une saison qui se veut particulièrement importante pour partager des outils, des stratégies pour vous aider dans les défis du quotidien, aussi bien anticiper que affronter, que ce soit des défis d'ordre physique, émotionnel, psychologique, professionnel, relationnel. Notre objectif, c'est de vraiment vous aider à développer une flexibilité métabolique, une résilience mentale par rapport aux défis de notre société moderne. Et inutile d'aller rechercher ou de revenir plutôt au paléolithique pour éviter toute la technologie. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir accès à de nombreux auteurs, chercheurs, praticiens qui peuvent justement nous donner des stratégies. C'est dans cet esprit que je suis très heureux et ravi de vous présenter Brieux Simon. Brieux, bienvenue. Merci David pour ton accueil. Ben, C'est avec vraiment grand un plaisir. plaisir pour moi de te retrouver à nouveau dans ce podcast. Exactement, parce que j'avais eu la chance de pouvoir t'interviewer sur ta carrière et ton travail dans la première saison du podcast. On était revenu justement sur ta carrière assez incroyable, puisque tu as une expérience en tant que paracommando, ce qui est un peu commun dans le domaine du soin et de la thérapie. Tu as également fait plusieurs voyages initiatiques en Mongolie et tu as aujourd'hui 15 ans d'expérience en tant que thérapeute. Je mettrai le lien de notre interview, le numéro 47 de la première saison, pour ceux et celles qui voudraient découvrir un peu plus l'homme qu'il y a derrière le thérapeute. En tout cas, je suis très heureux parce qu'en plus, il y a un grand événement qui se prépare, puisque fin du mois, tu deviens, alors tu l'es déjà officiellement, auteur, mais ton livre, on va en parler en fin d'interview, sera publié, ou en tout cas mis en vente à la fin du mois. Tout à fait. Alors, Un grand moment. tu dis? Un grand moment. Voilà, exactement. Je pense que pour tout auteur, ça doit être un événement assez incroyable. Alors, j'aimerais dans cette interview aborder justement l'une de tes spécialités, les 5 lois de la biologie. Mais pour pouvoir introduire ce sujet, est-ce que tu me permets justement de te poser une question personnelle? Bien sûr, oui, avec plaisir. Donc, en quoi justement ces 5 lois de la biologie que l'on va découvrir avec toi t'ont aidé personnellement à traverser justement un défi, un challenge, quel qu'il soit, parce qu'effectivement, le but de ce podcast, c'est justement de donner des exemples concrets. Tu es spécialiste des 5 lois de la biologie. Comment, dans ta vie, ces lois se sont peut-être manifestées ou en tout cas t'ont aidé dans ton chemin personnel? Eh bien, pour illustrer ton propos, j'ai envie de partager un exemple que j'ai vécu il y a 3 4 ans d'ici. On était parti en vacances avec ma compagne en Italie, dans un contexte où il y avait un déséquilibre en termes de finances. Elle avait une aisance financière plus prononcée que la mienne. Moi, j'étais dans une difficulté à ce moment-là. Et en même temps, on avait vraiment besoin de vacances tous les deux. Et donc, je suis parti avec deux énergies, en fait. Une part de moi qui était tout à fait ravie de partager ce moment avec ma chérie et d'avoir des vacances, et une autre part de moi qui était très frustrée de ne pas pouvoir participer financièrement au voyage comme je souhaiterais, comme j'aurais voulu y participer. On a passé un excellent moment sur place. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai écrit la première version de mon livre. Euh, Très beau moment, etc. Très beau voyage, 10 15 jours. Et effectivement, quand nous sommes revenus en Belgique, chez nous, eh bien, une semaine après, j'ai eu une occlusion intestinale. Ok. C'est excessivement douloureux. C'est pas grave en soi, en tout cas, si on est vigilant. Mais en tout cas, c'est excessivement douloureux. Ce sont des spasmes musculaires intenses au niveau, en tout cas chez moi, c'était au niveau du côlon descendant. Et alors là, les 5 lois m'ont vraiment permis de faire ce cheminement qui est OK, Brieux. Là, tu es en crise, ton corps est en crise. Et j'ai fait le décours de 5 lois, on en parlera un peu plus loin. C'est la première question, c'est qu'est-ce que tu as lâché il y a Mhm. peu de temps d'ici. Donc, bizarrement, la crise de l'occlusion intestinale est apparue au moment où j'ai lâché mon stress. Et donc, là, en discutant avec ma compagne et puis en téléphonant à une personne ressource,
eh bien, on a pu mettre le doigt, on a pu mettre en évidence que, eh bien, il y avait eu toute cette période de stress pendant les vacances où je m'étais senti complètement inconfortable avec l'idée de ne pas subvenir quelque part aux besoins financiers du voyage et de ne pas assumer ma part comme ça, un peu homme, qui est je m'occupe de ma chérie, je lui offre des bons restaurants, etc. Et donc, ça m'a mis dans quelque chose de moche, en fait. Une Mhm. crasse que je ne pouvais pas évacuer sur le moment même. Et c'est en rentrant des vacances que finalement, mon corps a décidé d'évacuer cette crasse. Donc, Persister. si Oui, si je comprends bien, ça veut dire que là, il y a un événement que tu as interprété d'une certaine manière, donc il y a une lecture personnelle de ce que tu vivais, et l'occlusion intestinale, c'est une expression de ton corps de ce il était en train de vivre. Donc, quelque part, c'était positif. oui, dans ce cas-ci, en tout cas, dans l'occlusion intestinale, c'était la résolution, c'était ce qu'on appelle une crise de relecture, une crise épileptoïde, c'est-à-dire que quand tu lâches un stress émotionnel, il y a un rebond physiologique du système nerveux orthosympathique, donc l'accélérateur, Mhm. qui à un moment donné passe en vagotonie quand je lâche le stress. Donc mon corps respire, mes émotions respirent, ça va mieux. Mais mécaniquement, si je devais le dire comme ça, il y a un rebond et le système orthosympathique se remet en marche de lui-même. Et à ce moment-là, l'occlusion intestinale arrive. Ça m'a permis de faire ce cheminement. Donc, j'ai téléphoné à la thérapeute qui m'accompagne et qui aussi pratique les 5 lois. Et on a pu mettre ce ressenti que j'avais éprouvé pendant les vacances, parce que c'est ça, en fait, le nœud du problème. Ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est comment je vais l'interpréter en fonction de mes croyances, en fonction de mon expérience personnelle, en fonction de mes émotions, de mes propres ressentis. Eh bien, ce sont mes ressentis qui vont venir impacter mon corps. Et mon ressenti ici, ça a été vécu pendant toute cette période de vacances, ben, comme une crasse, comme quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise, une crasse que je pouvais pas évacuer. C'est ça. Et donc, quand Mais j'ai lâché la pression, l'occlusion est apparue. c'est ça. Donc, est-ce que à ce moment-là, le rôle du thérapeute, c'est de pouvoir accompagner la crise ou est-ce qu'il faut résoudre l'occlusion intestinale? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Est-ce qu'on doit s'occuper de l'aspect physique, bien sûr, probablement, mais en amont, est-ce qu'il y a un travail à partir du moment où tu comprends ce qui se passe qui va faciliter le soutien encore? Oui, alors donc je te rejoins sur les deux aspects, c'est-à-dire que ben, les douleurs sont là, elles sont vraiment très pénibles, et donc clairement à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à l'hôpital en urgence, malgré tout. Mais avant ça, j'ai quand même pris soin de téléphoner à la personne qui m'a accompagné à ce moment-là pour faire ce bilan-là, pour mettre le doigt sur les émotions difficiles que j'ai traversées. J'ai pleuré, je me souviens. J'ai pleuré beaucoup à ce moment-là. Et déjà là, le spasme musculaire s'est détendu. Mhm. Mais pas suffisamment pour me permettre de passer une nuit confortable. Les douleurs ont repris un petit peu 1 heure ou 2 heures après le coup de fil et cette brève thérapie quelque part. Et j'ai quand même décidé d'aller à l'hôpital en observation. C'est ça. C'est là que c'était intéressant, en fait, c'est que les 5 lois et ces connaissances-là m'ont permis d'avoir suffisamment de conscience et de connaissances, un, de mon corps et deux, des processus biologiques, pour entendre le discours du chirurgien urgentiste qui m'a accueilli, qui lui, forcément, ben, le premier réflexe a été de dire, ben, monsieur, vous avez une occlusion intestinale, donc idéalement, vaut mieux opérer tout de suite. Et là, mes connaissances m'ont permis de dire, stop, réfléchissons. Une occlusion intestinale, dans mon cas, c'était quoi? C'était un spasme musculaire. Et donc, je me suis dit, pourquoi j'irais opérer sur un spasme musculaire, surtout que dans ce cas-ci précis, il n'y avait pas de retournement de l'intestin Ok. et il n'y avait pas d'occlusion complète de l'intestin. Si effectivement il y avait eu un retournement de l'intestin, j'aurais pu accepter éventuellement l'opération. Mais toutes ces connaissances m'ont permis de dire, ben, j'entends votre point de vue. Mon point de vue, c'est, je vais attendre une nuit en observation avec des antidouleurs suffisamment puissants pour que je puisse me reposer.
et puis on verra demain matin ou demain dans l'après-midi si mon corps se rétablit, puisque j'avais déjà fait le travail émotionnel avec ma thérapeute au préalable. Et si ça se rétablit, ben, on ne touche à rien. Et si vraiment ça persiste ou ça amplifie, à ce moment-là, on réévaluera la situation à ce C'est ça. moment-là. Et effectivement, donc ils ont accepté de me garder en observation, de ne pas intervenir au niveau de la chirurgie. J'ai eu les antidouleurs pour passer la nuit. Le lendemain matin, j'allais aux toilettes et tout était rentré dans l'ordre. Et donc, quand le médecin est repassé en consultation, ben, il m'a dit, OK, c'est passé, il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer chez vous. Est-ce que tu aurais pu, lors de la conversation avec ta thérapeute, donc si je comprends bien, et dis-moi si je me trompe, mais pleurer te fait passer en parasympathique, et est-ce que à ce moment-là, tu aurais pu euh, résoudre l'occlusion intestinale totalement? Peut-être que tu avais Oui, besoin de temps, mais est-ce que c'est de l'ordre du possible ou est-ce qu'il ben, faut... c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, par les choix que j'ai faits médicaux, c'est-à-dire que j'ai juste pris des antidouleurs parce que clairement c'est intenable, mais le travail émotionnel qui a été fait avant a permis, dans la demi-journée qui a suivi, hein, la nuit, la soirée, Mhm. la nuit, ben, finalement de laisser le processus naturel du corps se rétablir de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé ici, encore une fois, parce que l'occlusion n'était pas complète, qu'il n'y avait pas de C'est ça. retournement Et de c'est ça que tu l'intestin. voulais, c'est cet élément-là que tu voulais savoir, que tu ne pouvais pas évaluer, c'est est-ce qu'il y a un retournement, est-ce qu'il y a un danger réel? Voilà, Parce que exact, là, effectivement, ça aurait été plus compliqué pour ton corps de se débrouiller seul pour retrouver son équilibre. tout à fait. Donc c'est faire les choses en conscience, en fait, hein, c'est de pouvoir associer ce qui est de chouette dans le monde médical et à chaque fois, et associer ben, tout l'aspect psychosomatique, tout l'aspect émotionnel qui a un impact fondamental dans le corps. Et donc, tu as tout à fait raison quand tu dis ça. C'était une mesure de sécurité pour vérifier l'ampleur de la situation et prendre consciemment les mesures les plus adéquates. Parce que probablement que sans l'information, une personne lambda qui vit cet événement-là, ben c'est clair que tu l'as dit, c'est douloureux. Fatalement, si c'est douloureux, il y a la peur qui peut s'installer. Là, on est dans l'orthosympathie et on est dans la survie. Et donc là, il y a pas de chance pour que effectivement le corps puisse se libérer seul comme il l'a fait chez toi. Il aurait pu justement continuer, perdurer et éventuellement s'aggraver. Oui, c'est vraiment ça. Donc, euh, ça, c'est une information importante pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies ou de symptômes qui apparaissent quand on lâche le stress, Mhm. clairement, et pas quand on est dedans. Il y en a qui apparaissent quand on est dedans, mais il y en a beaucoup qui apparaissent quand on lâche le stress. Mais la peur du diagnostic, la peur du pronostic, les douleurs, l'inconfort généré peut provoquer une nouvelle surcharge émotionnelle qui est délétère pour le corps et qui peut ralentir, voire aggraver des situations. Ce qui veut dire que la compréhension des phénomènes justement que l'on va discuter avec toi et je dirais l'engagement du patient, de la personne, est vraiment importante pour justement, OK, là j'ai compris, c'est ce que tu as eu à l'hôpital, j'ai compris ce que le chirurgien me dit, il n'y a pas de retournement, il n'y a pas d'urgence dans l'heure, laissons faire le corps, on se détend, on va continuer dans le parasympathique et demain on verra ce qu'il en est. Tout à fait. C'est vraiment connaître son corps, apprendre à accueillir pleinement ses émotions enfin, en évitant vraiment de les réfréner, de les mettre sous clé à l'intérieur de nous. Mhm, Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais connaître les 5 lois biologiques permet de comprendre à quel stade on en est et au niveau émotionnel et au niveau biologique, ce qui permet de percevoir notre symptôme non plus comme une fatalité, mais comme faisant partie d'un cycle complet émotionnel biologique dans lequel ben, soit on doit travailler mhm. parce qu'on est en phase active de traumatisme, ou soit on n'a qu'à, entre guillemets, qu'à se détendre, C'est ça. accepter la situation et dans la mesure du possible, s'il n'y a pas d'urgence et de gravité, bien simplement accepter que le corps va prendre un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours pour rééquilibrer et retrouver son homéostasie.
Clairement, et ça, je pense que c'est vraiment un élément extrêmement important et c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de pouvoir justement informer les gens sur les possibilités du corps, ce que des thérapeutes comme toi peuvent proposer pour accompagner selon les différentes phases justement et faire en sorte que la personne se sente soutenue et en sécurité et pas abandonnée comme trop souvent, prenez un médicament et attendez, c'est un peu anxiogène aussi parce qu'on est un peu dépendant d'une petite pilule et on n'est pas dans cette phase active et proactive. Alors, avant de décrire un peu plus pour ceux qui nous écoutent les 5 lois de la biologie, je voudrais revenir justement sur ces 5 lois qui ont été écrites par le docteur Hammer, médecin allemand, qui est à la médecine ce que Galilée était à l'astrologie, c'est-à-dire enfin l'astronomie, pardon, c'est-à-dire bouleversant. J'ai beaucoup aimé cette citation. Donc, il y a un excellent article d'ailleurs qui a été publié en 2005 dans The Scientific World Journal concernant les 5 lois et son importance justement dans l'évolution de notre compréhension de la biologie. Ici, Brieux, on va laisser à la médecine et à la science le soin de poursuivre ces recherches. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ton expertise et ce que nous pouvons justement utiliser et comprendre des 5 lois de la biologie pour mieux gérer le quotidien. Peux-tu justement nous parler probablement, dans cet article, il parle justement des 2 premières lois qui sont déjà acceptées par une partie de la science et de la médecine avec d'autres approches, mais pourrais-tu revenir justement sur ces 2 premières lois qui me semble être intéressante à comprendre. Tu as déjà parlé de cette phase, je dirais, active d'un stress, ou en tout cas d'une interprétation d'un événement. Et puis, effectivement, la deuxième loi qui est en cohérence avec la compréhension de la première. Alors, la première loi, elle dit ceci, c'est toute pathologie ou toute maladie commence par un choc émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je suis dans un sentiment d'inhibition de l'action, donc je vis un événement dans lequel je perds tous mes moyens, que ce soit des moyens physiques, que ce soit des moyens intellectuels, émotionnels, psychiques, je n'ai plus accès à mes ressources. Dès cet instant-là, l'amygdale dans le cerveau va servir d'interrupteur pour libérer l'espace pour le cerveau archaïque, si je devais le caricaturer comme ça. C'est-à-dire que notre pensée, notre réflexion est un système qui est beaucoup trop lent dans le mécanisme de survie. L'inconscient, tous nos processus de survie fonctionnent, on va dire, plus ou moins 1 million de fois plus rapidement que notre capacité de penser. Mhm. Et donc, l'amygdale va couper notre capacité de penser pour laisser libre cours à tous ces processus de survie que notre corps a emmagasinés depuis la nuit des temps. Mhm. Le problème là-dedans, c'est que comme ma pensée est coupée au moment de l'inhibition de l'action, au moment de mon effroi, de mon sentiment d'impuissance, eh bien, mon conflit passe, on va dire, dans mon inconscient. Je ne suis plus capable de faire le lien entre la scène traumatisante que je vis et le ou les symptômes qui vont découler, soit en phase active ou soit plus tard en phase de réparation. Et donc, mon job pour accompagner un patient là-dedans, c'est de le reconnecter à travers les sensations corporelles, de le ramener dans ces sensations corporelles qu'il a ressenties dans l'inhibition de l'action, pas qui ont émergé après l'inhibition de l'action. Parce que après mon traumatisme, moi, je vais construire avec ma pensée, qui me sera rendue quelque part, je vais construire un tas de croyances limitantes, des peurs, des angoisses, peut-être une surcharge émotionnelle supplémentaire. Mais la guérison, elle ne se passe pas là. La guérison, on doit aller la rechercher dans l'instant de mort imminente, dans l'inhibition de l'action, puisque dans la nature, l'inhibition de l'action, c'est égal à la mort imminente. C'est ça. C'est dans la différence entre la fuite, le combat, le repos, et si je ne sais plus fuir ou combattre, je fais le mort. C'est ça. C'est ça. Et c'est dans cet instant de mort que mon corps va engrammer le ou les sentiments
qui vont impacter mon cerveau. Et votre cerveau, vous pouvez le voir comme un clavier d'ordinateur où il y a des lettres. Et chaque lettre de votre clavier d'ordinateur correspond à un organe et un tissu particulier dans l'organe. Et c'est mon ressenti personnel qui va venir appuyer sur le R de mon clavier et le R de mon clavier va venir stimuler, par exemple, mon rein, si je prends une correspondance. Et dans ce rein-là, ben, le rein peut être constitué de plusieurs tissus embryologiques en fonction toujours de mon ressenti. Non seulement j'aurai le rein qui sera impacté, mais le tissu embryologique qui correspond à mon ressenti. Exemple, euh, on connaît tous l'ectoderme, hein, le dessus de la peau, l'ectoderme. Eh bien là, on est dans des conflits relationnels. Donc, si je me suis senti séparé de quelqu'un, si je me suis senti arraché de quelqu'un, si j'ai voulu me séparer d'une situation de quelqu'un, mais je n'y suis pas arrivé, eh bien, ce sera un tissu ectodermique qui sera impacté dans le corps. Par contre, si je suis dans un tissu vital qu'on appelle le tissu endodermique, où là, c'est vraiment une notion de survie pure, les alvéoles pulmonaires, le tissu, du côlon, par exemple, eh bien là, le ressenti, c'est un ressenti d'urgence vitale. En effet, l'oxygène étant la molécule la plus vitale pour l'être humain, eh bien, ça va être dans une peur de mourir, par exemple, ça va être les alvéoles pulmonaires qui vont être touchées. Si je fais Et le donc, lien, on voit. oui, Oui, vas-y. vas-y, je te laisse. Si je fais le lien avec ton exemple à toi, ça veut dire que tout ce que tu viens de nous décrire, c'est le travail du docteur Hammer par rapport à sa compréhension, son étude systématique de certaines interprétations d'événements avec les organes correspondants. Mais ça veut dire que ce que toi, tu as vécu en Italie, moi, j'aurais pu le vivre autrement par rapport à mon interprétation de cette situation, de ne pas pouvoir subvenir, je dirais, au voyage, où j'aurais pu très bien le prendre. Exactement. Donc, c'est vraiment ton ressenti qui va déterminer l'impact. Moi, je l'ai vécu comme un sentiment d'impuissance. Impuissance égale spasme musculaire. C'est ça. De ne pas pouvoir évacuer cet inconfort que j'avais en moi. Que tu as Donc, le interprété corps, comme quelque chose de dégueulasse. dégueulasse. C'est ça. D'accord? Mais quelqu'un d'autre, la même scène, ben, il pourrait très bien le vivre en disant super, c'est ma nana qui paye. C'est ma blonde, comme on dit au Canada, qui Voilà. paye le voyage. J'en suis très heureux, je sais en profiter et en jouir et être dans la gratitude. Ben, il n'y a aucune raison de déclencher quoi que ce soit. Est-ce Et qu'aujourd'hui, oui, tu penses que le fait de l'avoir compris, enfin vécu et compris, si ça si ça se représentait, tu ne referais plus à ce moment-là le conflit. alors ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va être qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça ne se reproduise plus. C'est ça. Donc, je sais que ça, c'est une alerte, c'est une sensibilité que j'ai en tant Oui, qu'homme, qui est, moi, je suis le mâle droitier, donc j'aime soutenir ma compagne, et je c'est suis ça. le chasseur, donc j'aime bien ramener la bouffe à la maison. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc Mais moi, voilà, c'est on est comme dans ça que un... je ressens et que je vis les choses. Exactement. Et ça, l'objectif, si je te suis bien, ce n'est pas de changer ta manière d'être, mais de mettre un contexte ou en tout cas des stratégies pour ne plus que ça arrive. Voilà, c'est ça. Et donc, si je devais mettre une nouvelle stratégie pour ne plus que ça arrive, bah, ce serait de mettre suffisamment d'argent de côté en relation avec ma compagne, en disant, ben voilà, maintenant je me sens prêt à ce qu'on puisse repartir en vacances et j'amène mon morceau de viande quelque part dans le jeu et tout se passe bien. Mhm. Connais-toi toi-même et tu Voilà, connaîtras le monde et les hommes, c'est ce que disait Socrate et c'est ce que finalement, tu l'as dit en introduction, au plus on se connaît et on comprend finalement nos talons d'Achille, eh bien, au plus on va pouvoir trouver l'équilibre et la sérénité dans notre quotidien. voilà. Et donc, pour peut-être clôturer cet exemple-là, donc, Oui, je vais mettre de nouvelles stratégies pour éviter que je ne le ressente de la même manière si je repartais en voyage. Et deux, je peux faire un travail, alors peut-être un peu plus spirituel, d'acceptation de soi, qui est, moi, Brieux, je peux apprendre petit à petit à mieux accepter les cadeaux qu'on me fait. ok.
D'accord. Donc là, il y a vraiment deux directions, deux types de stratégies Voilà. que l'on peut faire selon Voilà. finalement le degré de, de, oui, d'envie de progresser de la personne. Là, on parle d'un chemin spirituel, d'un chemin de développement personnel, on le décrit comme on veut, mais on peut travailler aussi sur cet aspect-là. Voilà. Je Donc peux ça, c'est la... apprendre à honorer la vie un peu plus, à être moins dans la peur du manque, moins dans ceci, cela, et être plutôt dans la gratitude et apprendre l'acceptation de ma compagne qui peut éventuellement me faire un beau cadeau sans que je me sente redevable par rapport à elle. C'est ça. Donc ça, c'est la première loi de la biologie. Ça arrive de manière aiguë et par surprise, et on se sent Exactement. inhibé par la situation qui se présente à nous. Ça passe sous silence et on a tous nos mécanismes de survie qui se mettent en route. C'est exact. Donc, il y a vraiment trois éléments importants, quatre éléments importants dans la première loi, qui est effectivement, ça doit être dramatique, Mhm. parce que Pour toi, si oui, pour la personne qui le oui, ressent, parce qu'effectivement, si ma compagne me fait une surprise, je serai quand même pour un anniversaire, par exemple, et que cette surprise est très joyeuse, ben, ça reste quand même une surprise. Mais comme je le vis bien, il n'y a aucune raison d'en faire un problème. Donc, ça doit être dramatique. Je dois être pris par surprise, puisque si je peux voir venir le danger de loin, j'ai le temps de m'y préparer. oui. Et j'ai le temps, intellectuellement, physiquement, émotionnellement, de mettre les ressources en œuvre pour pallier aux problèmes qui approchent. Je dis toujours, euh, un marcheur dans une forêt qui approche un cerf est beaucoup plus effrayant pour le cerf qu'une moto de crosse qui traverse une forêt. Pourquoi? Parce que le cerf va entendre le son de la moto très tôt et très loin par rapport à sa bulle de sécurité. Et Mhm. donc, le cerf va pouvoir se déplacer tranquillement pour préserver sa bulle de sécurité en fonction du bruit de la moto qui approche ou pas, Et qui est un danger pour lui, oui. et qui est forcément un danger, mais qui n'est pas vécu comme un stress puisque le son venant de loin, il a le temps de se préparer. De se préparer. Par contre, si j'arrive à catimini tout doucement près de lui et que je rentre dans sa bulle de sécurité sans qu'il ne m'ait senti ou vu ou entendu venir, au moment où il va m'apercevoir, son niveau de stress va augmenter beaucoup, beaucoup plus fort. C'est ça. Donc, euh, ça doit être dramatique. Je dois être pris par surprise. Il y a un sentiment de solitude qui apparaît au moment du trauma. Et c'est quoi le sentiment de solitude? C'est, en fait, le patient, il dit quoi? Je n'arrive pas à faire ressentir à l'autre comment j'ai ressenti mon drame. Mhm. Il va pouvoir expliquer, ah ben oui, j'ai été agressé ou j'ai vécu un attentat. Mais en fait, son sentiment de solitude, c'est je n'arrive pas à faire percevoir à quel point ça a été dramatique émotionnellement pour moi. Là, je vais t'interrompre 30 secondes, Brieux, pour te poser une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui, malgré nos connaissances, malgré le confort de notre modernité, les maladies chroniques et les maladies dégénératives augmentent par rapport à une époque où les gens vivaient beaucoup plus ensemble et en famille ou en tribu et pouvaient partager éventuellement certaines choses? Je te rejoins totalement, la perte de rituels familiaux, sociétaux ne, ne permet plus, en fait, d'évacuer, d'exprimer, de partager ce que l'on a traversé durant la journée. Si on va dans des tribus, moi qui voyage en Mongolie, si je reprends la Mongolie, eh bien, en fin de journée, ils se réunissent et ils parlent et ils échangent sur leurs exploits, sur leurs difficultés. Il y a toujours une dynamique où on va Mm. faire des rituels plus ou moins sacrés, mais on va exprimer les choses, on va se libérer d'une charge émotionnelle, que ce soit sous forme de d'histoires rocambolesques, hein, la chasse Mhm. où on a pêcher un petit poisson comme ça, mais on va le dire comme si j'avais pêché une baleine, parce qu'en fait, on veut mettre de l'émotion dans ce qu'on partage. C'est ça. On veut faire ressentir à la tribu, au clan, à la famille, à quel point c'est important pour moi. C'est Et on ça. va exagérer le trait. Ça a deux avantages. Ça va me libérer émotionnellement et donc retrouver du calme intérieur. Ça va connecter ma tribu à cette émotion que je veux partager.
Donc, je vais me ressentir relié, je vais me sentir en lien, je vais me sentir en communauté et donc en sécurité. Et ça va permettre d'entretenir la mémoire du clan. C'est ça. Si je partage une expérience sans mettre d'émotion, on va oublier mon histoire. Mm. Et donc, on va raconter des contes chargés émotionnellement pour faire perdurer la mémoire du clan et donc empêcher cette sensation d'isolement, cette sensation de séparation, cette sensation de solitude qui vient toucher essentiellement l'ectoderme et donc toutes les pathologies nerveuses, de peau, etc. C'est ça. Maintenant, on retrouve ça encore énormément dans le bassin méditerranéen, hein. Effectivement, il y a des régions finalement dans le monde qui aujourd'hui, au-delà de la Mongolie, qui est peut-être pour ceux qui nous écoutent un pays très lointain et peut-être inaccessible, mais pour avoir beaucoup de contact avec la culture méditerranéenne, effectivement, ils se racontent tout le temps, on se demande ce qu'ils peuvent raconter au téléphone pendant des heures, mais en fait, c'est très thérapeutique finalement de pouvoir raconter autant de choses à la famille, même si on est loin. Oui, et je te rejoins totalement. Il suffit d'aller dans des groupes d'entrepreneurs, par exemple, faire du réseautage et simplement de poser beaucoup de questions à son interlocuteur, s'intéresser à lui. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes passions? Par quoi tu traverses? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Et peut-être que vous ne partagerez rien de votre vie, mais en fin de soirée, ce monsieur ou cette dame vous dira, eh bien, écoute, j'ai passé une excellente soirée avec toi, c'était vraiment enrichissant. Et pourtant, vous n'avez rien partagé, vous avez simplement posé des questions, mais le fait qu'il ait l'espace pour être entendu, accueilli, écouté avec sincérité, eh bien, ça détend, ça crée du lien et quelque part, ça répare. Tout à fait. Donc ça, c'était la troisième élément essentiel de cette première loi. Donc c'est le fait de le vivre dans l'isolement. Et donc le quatrième point dont tu parlais? Donc, pris par surprise, et c'est l'inhibition de l'action. Le quatrième, Ouais, c'est c'est ça. vraiment ce sentiment d'inhibition de l'action. Les gens vont te dire, j'ai eu l'herbe coupée sous les pieds. Euh, je suis resté sans voix. Mon monde s'est écroulé. Euh, c'est comme si je mourais. Donc, toutes des phrases qui nous montrent qu'à un moment donné, il y a eu un on-off C'est ça. dans l'histoire de la personne. Et C'est ça, ça. c'est fondamental, puisque c'est l'inhibition de l'action qui fait que je vais avoir, que mon inconscient va l'interpréter comme un sentiment de mort imminente. C'est ça. Si je ne suis pas dans l'inhibition de l'action, ça veut dire que soit j'arrive à fuir, soit j'arrive à combattre, et alors il n'y a pas de problème. Il y a peut-être une peur, il y a un stress, mais qui va pouvoir s'éliminer de lui-même. Deux choses à retenir déjà pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est qu'effectivement, ça va énormément dépendre des ressources que la personne a, et c'est pour ça que comprendre les choses, c'est vraiment important. Et la deuxième, je ne sais plus, mais on va certainement rebondir là-dessus, parce que c'est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant et important de le comprendre, cette première loi de la biologie qui explique finalement, voilà, là où je voulais en venir, c'est pourquoi certaines personnes peuvent traverser des événements de manière relativement facilement parce qu'ils avaient des ressources éventuellement physiques, mais également une anticipation ou une tribu qui a été là, enfin une tribu ou une famille, ou ne s'est pas senti justement inhibée, donc, et que la personne d'à côté va le vivre de manière totalement différente parce qu'elle n'aura pas soit ses ressources, soit cette capacité de réagir. Ça, c'est notre première loi, Brieux. Et donc, la deuxième loi dont tu as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, parce que la première loi nous explique finalement comment un événement, quelles sont les conditions dans lesquelles un événement va créer un déséquilibre, ou en tout cas, je ne vais même pas parler de déséquilibre, parce que peut-être que tu vas me corriger, mais en tout cas, un changement biologique. Et dans la deuxième loi, ça nous explique ce dont tu parlais tout à l'heure, cette phase active et cette phase de guérison. C'est ça. La deuxième loi, c'est vraiment, euh, ma mémoire me perd là tout de suite, la définition exacte, je l'ai perdue. Ça nous explique vraiment que la maladie, la pathologie fait partie d'un cycle complet et qu'il y a un rythme. Il y a une phase active de stress. Ça veut dire quoi? Que quand je suis dans mon inhibition,
quand j'ai ces fameux 4 éléments fondamentaux du choc émotionnel de la première loi et que je suis bloqué dans mon inhibition, c'est ce qu'on appelle la phase active du traumatisme. Et dans cette phase active, en fonction de mon ressenti archaïque et donc de mon expérience de vie, tel ou tel organe va être impacté. Et dès le début du choc émotionnel, il y a une modification profonde des cellules concernées, du tissu concerné, que ce soit visible ou pas. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'inhibition de l'action, quand je suis en phase active du choc émotionnel, eh bien, il y a un taux d'adrénaline et de cortisol dans le corps qui est exceptionnellement haut, puisque mon corps essaye de répondre au stress et donc de fuir ou de combattre. Et donc, grâce ou à cause de l'adrénaline, du fait de baigner dans l'adrénaline et dans le cortisol, mes récepteurs de douleur sont anesthésiés. Mhm. Donc, je ne sens pas les lésions corporelles quand je suis en phase active. Ou alors, ces lésions doivent apparaître si je reste 30 ans dans un conflit actif. À un moment donné, je sentirai les choses. Mais Mhm. en début, je ne sens pas. C'est ça. Ça veut dire quoi? Que la plupart du temps, personne ne consulte son médecin pendant la phase active du traumatisme. La loi me revient, c'est la loi biphasique des maladies. Ça. Ça veut dire que chaque maladie a 2 phases. Et là, je suis en train d'évoquer la première phase, la phase active. Mais dans la phase active, même si je ne sens rien dans mon corps et que je ne consulte pas, il se passe des choses dans mon corps. Ulcération, début éventuellement de masse. Ce qui pourrait être visible, c'est une paralysie, bien entendu. Ça, effectivement, on verra le symptôme actif dès la phase active du stress. Et cette loi, donc cette loi biphasique des maladies, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand je lâche mon stress émotionnel, ce qui a été fait dans un sens pendant la phase active, par exemple faire du creux dans un canal galactophore du sein, eh bien le processus biologique va s'inverser au moment où je vais passer en vagotonie, en parasympathicotonie, au moment où je vais résoudre mon conflit. Si pour un canalaire du sein, un cancer canalaire du sein, je fais du creux en phase active, eh bien, dès que je vais solutionner mon conflit et que je vais m'apaiser émotionnellement, je vais passer en vagotonie. Et là, ce qui faisait du creux va faire de la masse. Et donc, la prolifération cellulaire, dans ce cas-ci en particulier, va apparaître au moment où j'ai solutionné mon conflit. C'est ça. Et dans cette deuxième grande phase, qu'on appelle la phase de guérison, la phase de résolution du conflit. Cette phase-là, elle est encore divisée en 3 morceaux. OK. Il y a une première phase inflammatoire, Mhm. c'est là que les premières fièvres pourraient intervenir dans certaines circonstances, mais pas les grosses fièvres, les fièvres à 38,5, 39. J'avais parlé d'une crise de relecture tout à l'heure avec ma torsion intestinale, enfin mon occlusion intestinale. Je vais descendre en phase inflammatoire en vagotonie. J'appuie sur le frein. Mon corps se soulage. La phase inflammatoire commence. Les premières fièvres peuvent apparaître. Mais spontanément, quelques jours, à quelques semaines après cette première descente en repos, le corps de lui-même, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais le corps de lui-même se remet en stress tout seul. Et on a un deuxième pic qui est très court dans le temps, mais très intense, où les symptômes de la phase active vont réapparaître. Donc, dans mon cancer canalaire, je fais du creux en phase active, je solutionne mon conflit, je rentre dans la deuxième phase de la loi biphasique, phase de résolution. J'ai une première prolifération cellulaire avec inflammation, et puis il y a une remise en stress automatique de mon corps, crise de relecture. Là, les trous recommencent, les ulcérations recommencent. Mais c'est très court dans le temps et très intense. Et après, je rentre dans la deuxième grande phase d'évacuation et de cicatrisation, qui est une grande phase de vagotonie, encore une fois, où là, la prolifération cellulaire va repartir de plus belle. C'est là que parfois la médecine va dire, vous faites une rechute, parce que le symptôme avait redisparu pendant ma crise de relecture et il réapparaît dans ma deuxième redescente en vagotonie.
Et à ce moment-là, à un moment donné, il y aura, si possible, élimination de la masse, exsudation de la masse et cicatrisation du tissu, avec ou non une cicatrice ou un problème définitif. C'est ça. Ça donne quoi sur un canalaire du sein? Si je reprends toute la phase, creux en phase active, tant que je suis dans un stress de séparation par rapport à un partenaire ou un enfant qui est en danger, qui est en insécurité, mon canal galactophore va faire du creux. Quand enfin mon enfant ou mon partenaire est en sécurité et que je lâche mon stress, je fais des trous, je fais de la masse, je lâche, et là la masse apparaît. Mon corps se remet en stress tout seul, et là ma masse disparaît à nouveau, et ça refait du creux, mais quelques jours, pas longtemps. Et puis après, je repasse pour la dernière fois dans la phase de vagotonie très profonde. La masse va réapparaître. Elle sera après, si on a le matériel nécessaire biologique, elle va être dissoute et digérée par certaines cellules. Et à la fin, va rester un canal galactophore qui s'est complètement réhabilité, reconstruit, parce que le conflit a été peu intense et très court dans le temps. Ou alors je n'ai pas eu le matériel biologique nécessaire et il pourrait me rester un kyste froid. Donc c'est un kyste, donc on a kyste chaud pendant la phase prolifération ou kyste froid quand on a été au bout du processus de résolution. Ou alors il pourrait rester une caverne également, éventuellement. C'est pour ça que dans le cancer de poumon, tu peux avoir en fin de cicatrisation un syndrome qu'on appelle cavernaire, c'est-à-dire qu'il reste un trou dans le poumon qui ne se refera plus jamais. Mais c'est le signe d'une phase qui a été au bout de sa phase de réparation. C'est Et ça. donc, c'est pour ça que la médecine est importante aussi, parce que il y a des lésions qui peuvent apparaître en crise de relecture, à d'autres moments, mais qui peuvent être dangereuses pour le corps. Et là, un soutien médical est absolument nécessaire. Et le soutien thérapeutique, il arrive alors à ce moment-là, à quel moment? Parce que tu as dit, dans la phase de stress, on n'a pas vraiment les symptômes, on ne les ressent pas. Donc, il y a la phase en vagotonie qui va, la phase de guérison où là, le corps va s'exprimer. Et c'est à ce moment-là, généralement, j'imagine que la personne va se plaindre, ou en tout cas va consulter, ou va essayer de trouver une solution. Et l'importance du thérapeute, alors, elle se trouve à quel moment? Tu as deux cas de figure. Tu as, si on prend le canalaire du sein, ben, la personne, elle peut même venir en stress, mais elle ne va pas venir parce qu'elle a un symptôme, elle va venir parce qu'elle se tracasse pour son enfant Oui, ou son partenaire. c'est Et ça. là, elle va consulter un psychologue ou un psychiatre ou une personne comme moi en décodage. Et elle va me dire, ah, mais je suis très inquiet, mon enfant est à l'hôpital, je n'arrive pas à gérer, je me sens dépassé par les événements, je ne sais pas comment agir. Et donc, elle va venir en stress à ce moment-là, Ça. sans savoir que dans son corps, ben, son canal galactophore est en train d'ulcérer. Et donc, à ce moment-là, mon accompagnement va être de libérer le plus rapidement possible, de l'aider à se libérer de la charge émotionnelle délétère, figeante, De sortir de cette inhibition inhibiante. de l'action. Exactement, Ouais. de l'aider à ce qu'elle trouve elle-même, de l'accompagner avec bienveillance à travers des exercices, de l'hypnose ou plein d'autres approches, mais surtout de l'aider à ce qu'elle solutionne le plus rapidement possible son traumatisme, parce que plus elle le solutionnera rapidement, et plus les lésions corporelles seront minimes. Ce qui veut dire que au plus on sent l'inhibition de l'action, au plus il va y avoir une chute vers le bas. Oui, Donc, effectivement, au plus vite on va sortir de l'inhibition et au plus vite on va passer à l'action, ce qui pourrait être de la prévention aussi, et c'est ce que j'aimerais bien aborder avec toi dans les conseils que tu peux nous donner. Lorsque on fait de la prévention, lorsqu'on comprend les choses, eh bien, même si on est surpris par quelque chose, on peut réagir rapidement et alors à ce moment-là avoir des mini-phases, j'imagine, orthosympathiques, des mini-phases en vagotonie et le corps gère les choses de manière tout à fait banale. exactement. Plus on a la connaissance de soi, plus on se sent, plus on est honnête envers soi-même dans son ressenti, moins on va essayer de justifier ce qu'on ressent. Euh,
ou de le comparer à autrui, mais juste reconnaître. Je vais donner un exemple personnel, très clair. J'ai un accident de voiture l'année dernière, dans un contexte particulier, et deux enquêteurs des assurances viennent à la maison. Et ils commencent. Vous pouvez expliquer les circonstances de l'accident. Donc, j'explique les circonstances de l'accident. Ils me laissent parler. Il y a le gentil flic et le mauvais flic dans l'histoire. Donc, ils me laissent parler. Il y a le gentil flic qui me pose ses questions gentiment. Il me laisse parler. Et puis, à un moment donné, il y a le mauvais flic qui sort tout son dossier. Il avait été fouillé, tous mes réseaux sociaux. Euh, il avait été fouillé l'entièreté de ma vie, presque, qui était visible ou accessible, pour me dire, ben voilà, vous avez fait ça sur votre voiture. Il s'est passé ça, 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 ça. Expliquez-moi. Et là, j'ai senti que je rentrais dans l'inhibition de l'action, que j'étais pris au piège. Hmm. Je me Surprise, suis isolement, surpris, voilà. isolement, euh, pris à contre-pied, euh, tétanisé. Et j'ai senti dans mon corps, je commençais à trembler dans mon corps. J'ai compris à ce moment-là que toutes les réponses que je donnais n'étaient que des réponses que ça s'arrête au plus vite. Il m'aurait dit à ce moment-là, vous avez tué quelqu'un, j'aurais dit oui. Hmm. J'aurais dit oui parce que je ne voulais plus ressentir ce que j'étais en train de ressentir. Je ne voulais plus ressentir ce désarroi, cette inhibition de l'action. C'est ça. Mais comme tu l'as très bien dit, comme j'en ai eu conscience tout de suite, quand ils sont partis, j'en ai parlé à ma compagne, je lui dis, là, je suis dans un trauma en pleine phase active, je suis dans l'inhibition de l'action, je suis terrorisé, je suis tétanisé, il faut qu'on en parle, il faut que je lâche le truc. J'en ai pris conscience tout de suite. C'est ça. Et donc, avec ma compagne, on a créé du lien, on en a beaucoup parlé. Elle a pu déposer ses émotions, j'ai déposé mes émotions, puisqu'elle participait aussi à cette fameuse réunion. Et à un moment donné, en quelques jours, ça nous a quand même pris quelques jours pour lâcher le gros de la tension, on a pu se libérer. Ce qui fait que, ben, dans mon corps, comme tu l'as dit, ça a été tellement minime que je n'ai rien vu, rien ressenti en guérison, C'est ça. et ni en faveur. Du coup, ça me permet. Oui, vas-y. Je me serais tu, je n'aurais rien dit à ma compagne, j'aurais ruminé ça pendant 10 ans. Au moment où j'allais lâcher le trauma, j'aurais pas du tout eu la même conséquence biologique. Chose importante, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu es le chasseur du groupe. Donc, c'est par ton travail des dernières années que tu as pu être aussi vulnérable avec ta compagne sans avoir ce côté chasseur, je ne vais pas l'inquiéter, je vais le protéger, je vais me débrouiller tout seul. Tout à fait. Ça a fait partie de tout cet apprentissage et de réappropriation de ma vie d'enfant, etc. C'est de pouvoir faire confiance à l'autre, de pouvoir essayer d'oser être justement vulnérable, de me rendre compte que l'émotion, elle est légitime en fait. C'est ça. Moi, toute mon enfance, ça a été Brieux, ne pleure pas, sois fort, ne montre pas à ton père que tu es triste, ne montre pas à ton père que tu es en colère. Et maman, il fallait pas la blesser avec mes émotions. Donc, j'ai été cadenassé émotionnellement. Donc, toute ma jeunesse s'était enfermée. Et là, ben, pendant maintenant plus de 15 ans que je bosse sur moi, j'apprends tout doucement. Il y a encore du boulot, mais clairement à dire, OK, Brieux, ce qui est, est. Et donc, si j'avais un conseil fondamental aux gens qui nous écoutent, ce que vous ressentez, c'est la vérité. C'est ça. Ne niez jamais votre vérité intérieure. S'il y a une boule au ventre, une pression dans l'estomac, une boule dans la gorge, c'est vrai, c'est ce que vous ressentez. Ne niez pas ça. Offrez-vous un espace pour explorer ça et libérer ça le plus rapidement possible. Par exemple, donc ça, ce serait vraiment un élément clé dans les conseils que tu peux nous donner, c'est je ressens une émotion, je la reconnais. C'est la première chose à faire, c'est reconnaître cette émotion, éventuellement la noter dans un journal de bord ou la partager si on a quelqu'un avec qui on est suffisamment à l'aise pour pouvoir le partager de manière tout à fait spontanée, donc sans culpabilité, sans honte, vraiment le partager. Et quel serait à ce moment-là le deuxième conseil que tu pourrais donner par rapport à la relation avec ces lois biologiques? Donc, je ressens une émotion, je l'exprime, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Connecter l'émotion à mes sensations corporelles. Aller un peu plus loin, parce qu'en fait, l'émotion, c'est déjà une traduction de mes sensations corporelles. Donc d'abord, mon corps perçoit,
le drame, et il se fige. Et en fonction de notre histoire, il va prendre des décisions à mon insu. Mais c'est d'abord des sensations corporelles. Et ces sensations corporelles-là, elles vont être traduites en émotions. Un choc émotionnel, c'est pas une émotion, c'est une inhibition de l'action. Oui, Et donc, c'est une sensation corporelle qui est bloquée. Et donc, pour guérir, je dois débloquer cette sensation corporelle. Donc, si vous avez accès facilement à vos émotions, c'est très bien. Exprimez-les, mais exprimez-les en ressentant comment elles se vivent à l'intérieur de votre corps. Et à partir de ces sensations corporelles, c'est de vous offrir un espace bienveillant dans lequel vous allez laisser votre corps se mouvoir comme il a besoin de se mouvoir pour trouver sa propre solution, pour défiger le système nerveux, en fait, pour remettre du mouvement là où je suis inhibé. c'est ça. Et là, D'accord. certaines personnes peuvent le faire spontanément et d'autres auront besoin justement d'être accompagnés parce qu'ils vont se sentir un peu perdus dans l'émotion, les sensations corporelles. Et alors, le troisième conseil que tu nous donnes, de pouvoir justement l'exprimer. Exprimer, vivre et agir. Et de préférence, jamais seul. Pourquoi? Parce que guérir un traumatisme, quand on réfléchit, il y a toujours une rupture relationnelle puisqu'il y a un moment de solitude. Mhm. D'accord? Donc, guérir de la solitude par la solitude, c'est compliqué. Oui, on est d'accord? Donc, ça veut dire que j'ai besoin de l'autre. Je suis un animal à sang chaud, je suis un animal, euh, comment dit-on, le nom m'échappe, social, et donc j'ai besoin de la relation pour guérir. Donc, si j'avais un premier conseil, n'ayez pas peur de faire appel à des gens qui sont compétents, qui sont bienveillants, accueillants, et qui vont pouvoir vous guider, vous accompagner. Pourquoi on a besoin d'être guidé? Parce qu'il ne faut pas oublier que mon traumatisme dans la première loi, cette inhibition de l'action, c'est vécu comme un instant de mort. Mm. Donc, personne n'a envie d'avoir la sensation de mourir. Non. Donc, je connais aucun patient qui a le plaisir d'aller fouiller dans ces traumatismes. Mm. Et donc, pour éviter d'aller fouiller dans nos traumatismes, notre corps va générer et notre psyché va générer ce que moi j'ai appelé des gardiens, des nouvelles facettes de notre identité qui vont tout faire pour nous éloigner de notre traumatisme, mais qui vont en même temps essayer de le compenser par des actions, prise de drogue, d'alcool, par la sexualité, mais par le sport, par trop de travail ou par ne rien faire. Mais il va toujours essayer de compenser. Toujours, toujours. Je t'arrête là parce qu'effectivement, tu as mis le sport en parallèle à la sexualité ou à la drogue ou peut-être aux réseaux sociaux, tout ce qui peut être addictif. Mais ça veut dire que la personne qui vit une émotion, la garde pour elle, ne l'exprime pas, la ressent dans son corps et se dit, OK, pour me changer les idées, je vais aller courir. C'est pas suffisant selon toi parce qu'il Non, l'a vécu pourquoi? seul. Pour deux raisons. Effectivement, il l'a vécu seul. Et deux, si je vais courir, ben, il y a peu de chances. L'être humain, il a une particularité par rapport à peut-être d'autres animaux. Alors ça, c'est une croyance de ma part. C'est peut-être pas vrai, mais pour l'instant, je pense comme ça. C'est que l'animal, quand son système nerveux est en action, c'est suffisant. Il n'a Mhm, pas besoin de comprendre pourquoi il est en action. mhm. Si j'ai peur, je tremble. Ben, une fois que j'ai tremblé, l'adrénaline est partie. Affaire réglée, je peux aller brouter à côté de la lionne qui m'a chassé 2 minutes plus tôt. Nous, c'est pas pareil. L'être humain, on a besoin que le mouvement ou l'action ait du sens par rapport à ce qu'on a vécu. OK. Donc, si je me suis senti humilié par mon patron et que pour décharger cette sensation-là, je décide d'aller courir, ben, je ne vois pas en quoi aller courir va réparer le sentiment d'humiliation. C'est pas suffisant. OK. Pas suffisant. Donc, D'accord. il Donc, il y a... on va gérer, si je peux me permettre, on va gérer, ça va aider. Donc, je dis pas qu'il faut pas aller courir, mais juste, on va réduire l'intensité du stress, puisqu'il y a quand même mise en action du système nerveux. Et donc, je vais me mettre dans la fuite, puisque courir, Mhm. c'est fuir. Bien sûr, Donc, le exactement. cerveau, il va se dire, bah, OK, je fuis la situation. OK. Sauf que le lendemain, je retourne bosser. Exactement. Et que le problème est Le toujours là. lendemain, le problème est toujours là.
Je te Donc, il rejoins doit y avoir une cohérence. oui, je te rejoins à 200% dans cette logique, hein, et c'est un peu ce que j'avais l'impression de comprendre avec, par exemple, le développement de certaines courses aujourd'hui. Je me souviens quand j'ai fait mon premier semi-marathon, un semi-marathon, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel, on était en 2000. Aujourd'hui, c'est des ultra-trails à 50, 70, 100 kilomètres. Est-ce que je suis dans une bonne déduction en me disant, ben, toutes ces personnes finalement cherchent à fuir quelque chose, mais après 20 kilomètres, ben, le problème est toujours là. Comme tu le dis, le patron il est toujours là. Après 50 kilomètres, c'est toujours là. Après 100 kilomètres, et ce sera toujours là. Clairement, il y a un impact positif sur le corps, enfin jusqu'à un certain point, parce que effectivement, ça demande un volume d'entraînement et un isolement quelque part. Parce que trouver le temps de faire un 9-17 plus s'entraîner pour 150 km dans 3 mois, ben, à moins de le faire vraiment avec des potes et tout le temps avec les potes. Souvent, les gens vont courir seuls parce que tout le monde n'a pas le même horaire. Et donc, finalement, c'est une demi-réponse de trouver dans l'activité sportive, sans la compréhension, cette problématique qui est inconsciente. Exact. C'est vraiment très juste, pour moi, à mon sens en tout cas. Et donc, il y a deux manières il y a deux manières de faire du sport. On pourrait le dire comme ça, s'amuser Mhm. là-dedans. Dire, soit je le fais de manière inconsciente et donc clairement je fuis quelque chose. Le boxeur, s'il monte sur un ring, c'est pour taper sur son père. Ça, Euh, tout à fait. Paul Check en parlait énormément. Dans les sports de combat, on retrouve ces profils aussi. Bien sûr. Donc, tous les sports, pour moi, ils ont leurs particularités chacune, mais c'est tout le temps un acte de compensation. Mais par contre, je peux m'en servir comme acte thérapeutique. Mais alors, mon attitude va changer. C'est-à-dire que je ne vais plus courir ou boxer ou jouer au tennis ou faire du golf pour compenser. Je vais incarner l'énergie qui doit sortir de mes tripes, donc cette émotion figée, bloquée. C'est elle qui va courir. C'est elle qui va frapper sur un sac de frappe ou faire du judo, de la lutte ou du golf ou du tennis. Et là, je vais déjà relier cette inhibition de l'action et ces émotions bloquées avec un acte déjà un peu plus cohérent. Conscient. Parce Ouais. que c'est mon émotion qui va dicter mon acte à travers le sport que j'aime bien. Mais si on va plus loin et qui est encore plus efficace, c'est que je laisse totalement mes sensations et mon émotion en dehors d'une pratique sportive guider mon acte. Oui. Ça m'arrive en cabinet, puisque je consulte en cabinet privé, ça m'est arrivé encore pas longtemps de dire, mais il y avait une dame qui se sentait figée. Je dis, mais t'as envie de faire quoi? Mais j'ai envie de partir. Mais vas-y, pars. Et donc, on a couru dehors. On l'a fait. On n'est pas juste resté dans l'imaginaire. On a couru dans le jardin. Et on a même été plus loin que le jardin. Et j'ai dit, cours jusqu'au moment où tu sens que ça suffit de courir, qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Et on a fait cette première phase-là, donc elle a pu courir, on a été courir dans la rue jusqu'au moment, et puis à force de courir, d'autres émotions sont venues, elle s'est mise à pleurer. Et là, on est rentré en cabinet, on a été chercher ces émotions qui étaient encore plus profondes, puisque la fuite a pu avoir lieu, alors elle a pu se reconnecter à des émotions encore plus profondes, et travailler l'humiliation, par exemple. Tu vois? Bien. Donc là, je pense que tu nous as donné de précieux outils qui peuvent également, comme tu en as parlé par rapport à ta propre expérience, venir être en prévention, donc être de plus en plus conscient de ce qu'on ressent, de comment on vit les événements. Peut-être, comme tu l'as dit, dans certaines cultures, de pouvoir partager régulièrement son ressenti durant la journée avec son compagnon, avec la famille, ou faire parler les enfants aussi, hein, parce que c'est vrai que parfois les enfants reviennent de l'école, ça a été à l'école, on sent qu'il y a un truc qui passe pas et ils se retiennent. Donc ça, je pense qu'au quotidien, on peut faire beaucoup de choses. On ne doit pas attendre la maladie justement pour se mettre en mouvement. Hein, on a beaucoup parlé de mouvement. Du coup, toi, récemment, on en a parlé en début d'interview, tu as terminé un livre que tu avais commencé il y a plusieurs années. Il va bientôt être disponible
sur les plateformes, je dirais, adéquates, pour ne pas les citer. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce livre que tu as intitulé Comment devenir un praticien du soin heureux? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux praticiens et pourquoi avoir choisi ce titre? J'ai choisi ce titre. Alors, je peux déjà montrer peut-être la couverture, Bien comme ça. sûr, avec On grand la voit. plaisir. Hop. Voilà, petite illustration que l'on retrouve très facilement sur tes posts LinkedIn. LinkedIn. Donc, je partageais évidemment ton profil LinkedIn avec cette interview. Et donc, un praticien heureux. Oui, parce que pour l'avoir vécu forcément aussi, c'est que bah, tout thérapeute, à un moment donné, se retrouve confronté à une forme d'impuissance. Parce qu'on ne maîtrise pas l'autre, forcément. L'autre, il vient avec son bagage, avec ses blocages, avec ses tensions, etc. Et on n'est pas toujours forcément armé au mieux pour l'accompagner, et c'est frustrant. Et donc, j'ai voulu écrire ce bouquin avec deux axes majeurs. Le premier, c'est d'aider les personnes qui vont le lire à se reconnecter à leur why, en fait. Pourquoi je fais ce métier-là? Quel est le rôle de ce métier-là dans ma vie? OK, forcément, beaucoup de personnes vont me dire, bah, je le fais pour aider les autres, je Mhm. le fais pour amener plus de paix sur Terre, etc. Oui, mais pourquoi moi je fais ce métier-là? C'est ça, Qu'est-ce il y qui a me quand même un acte personnel dedans? très personnel dedans, oui. Personnel dedans. Et donc, c'est d'oser aller explorer. Donc, il faut savoir que dans le bouquin, à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices tout au long du livre. Et donc, la première partie, c'est ça, c'est de se reconnecter à éventuellement, tiens, quelle est la blessure que j'essaye de guérir en étant praticien du soin? Et qu'est-ce qui se passerait en termes de compétences, en termes d'aisance, en termes d'impuissance, si je n'avais plus cette blessure en moi? Qu'est-ce que ça ouvrirait comme champ des possibles si je pouvais dépasser ma blessure et la soigner? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et que j'estime importante aussi, parce que se reconnecter à ces blessures profondes, les retraverser, les sentir, et en même temps, de l'autre côté, voir ce, ce- cet idéal que je veux réaliser pour l'autre et pour moi dans ma vie, et pour l'autre aussi, pour les patients, etc. Mais cet idéal, ça nous permet aussi ben, parfois d'ouvrir notre esprit tout simplement. De temps en temps, on a tous un peu, ça m'arrive aussi, d'avoir l'esprit étriqué en disant on pense qu'on sait mieux que l'autre. Et oser se reconnecter à sa nature profonde, à ce qui nous anime profondément, peut parfois apaiser notre ego et dire, OK, si je veux aller un step plus loin, je vais mettre mon ego de côté, je vais apprendre de nouvelles compétences, un nouveau savoir, un nouveau point de vue, je vais m'en inspirer, je vais le tester, je vais le vérifier et je vais voir si ça me parle. Et puis si ça parle pas, on laisse tomber. Et si ça parle, on s'en nourrit. Et donc ça, c'est vraiment la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est forcément les 5 lois biologiques. C'est pas le bouquin qui en parle de manière la plus détaillée, parce que c'est pas cet aspect-là que je voulais aborder dans le livre. C'était l'aspect en quoi c'est utile et important pour un thérapeute de connaître ça. C'est ça. Parce que ce sont des connaissances. Un, elles sont vérifiées, elles ont été démontrées. Et deux, qui apportent une compréhension tellement profonde du vivant, tellement juste pour moi dans ce que je ressens de ces connaissances-là, tellement juste et tellement profonde que c'est en fait pour moi la base de notre travail. Mhm. Et toujours, un médecin restera un médecin, un kiné restera kiné, un psychologue restera psychologue. Mais on aura ce même langage, ce même niveau de compréhension, ce qui va rassurer le patient, ce qui va nous rassurer, on parlait de solitude, ce qui va nous permettre de se sentir parfois un peu moins seul et mieux compris aussi dans notre pratique. Et ça va nous alerter aussi, parce que ça, c'est en interrogeant pas mal de confrères quelque part, en disant, mais j'entends souvent, ouais, mais si je soulage le stress, en fait, tout va mieux pour la personne. Eh bien non, parfois, soulager un stress, c'est pire que mieux en termes de biologique. Je donne toujours l'exemple de, si on lâche un conflit de territoire pur qui va toucher les aires cardiaques, bah, si c'est un conflit qui a duré plusieurs mois de manière très intense, ben, quand je vais lâcher le stress sur mes aires cardiaques, c'est l'infarctus du myocarde. Je suis Ça, pas sûr que mon patient vienne pour signer un infarctus du myocarde en consultation.
Et ça, c'est dans la phase de guérison, alors à ce moment-là, Dans la l'infarctus. crise de relecture. Donc, dans Ah, cette c'est ça. deuxième phase de guérison, hein, j'ai dit il y a phase active et puis phase de guérison, mais dans la phase de guérison, il y a ces trois mouvements, une première vagotonie, puis cette crise de relecture. Et là, c'est le moment, selon certaines pathologies, heureusement pas toutes, loin de là, mais c'est là où il y a un risque pour le patient. C'est ça. Et en tant que thérapeute, on doit le savoir. Ça me semble logique. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Attention, tout guérir, ce n'est pas la solution non plus. Accompagner différemment, en soulageant peut-être qu'une facette sur les 5 du conflit. Mais rien qu'en soulageant une, en gardant 4 facettes actives, eh bien, ça va devenir suffisamment confortable sans mettre en péril la santé de la personne. C'est ça, la Tu survie de vois? la personne. Oui, Voilà, la survie de la personne. Donc, c'est faire comprendre ces 5 lois, faire comprendre l'intérêt en tant que thérapeute, en termes de plus-value, de rapidité, en termes de compréhension. Ma compagne aime bien me dire, mais toi, Brieux, tu es la Madame Irma des symptômes. On te donne l'endroit où tu as mal et toi, tu racontes l'histoire de la personne, dans les grandes lignes, bien sûr. oui, Mais c'est ça, en fait. Les connaissances nous permettent d'avoir un accès hyper pointu et très rapide, et ce qui évite à mon patient de me balader, en fait. Puisque le patient, il va venir avec ses croyances limitantes, avec ses gardiens, hein, donc toutes ces facettes qui le protègent de son trauma. Donc lui, son job, c'est de me balader. hmm, Mais le symptôme et le corps ne mentent jamais. c'est Donc ça, si j'ai ces ressources-là, je peux dire à mon patient, écoute, ce que tu me dis là, j'entends que c'est important pour toi, mais ce n'est pas du tout là ce que je dois entendre dans ton histoire. Parce que ça n'a aucun sens biologique. c'est ça. Un estomac, s'il vient avec un problème d'estomac et qu'il me parle de marquage de territoire, je vais lui dire non. Parce qu'un territoire, ça se marque avec l'urine, ça ne se marque pas avec l'estomac. Et donc là, je pourrais lui dire, écoute, j'entends ton histoire, que tu as des difficultés à marquer les limites dans ton territoire, mais ce n'est pas ça que je veux entendre de ta vie. Moi, ce que je veux entendre, c'est, dis-moi cette contrariété indigeste que tu n'arrives pas à digérer ou à recracher. Et là, il va me dire, ah oui, c'est de ça dont tu parles, effectivement, mon grand-père, et puis on est... Et à Et partir de donc, là, tu commences, voilà, le chemin de découverte de la personne qui va pouvoir l'accompagner dans les différentes phases pour pouvoir terminer le processus. voilà, c'est ça. Et Et donc, montrer au thérapeute à travers le livre que ben, je vais agir d'une certaine manière quand la personne est en phase active. Donc, je vais essayer d'estimer l'intensité de son trauma et puis je vais l'aider, l'accompagner pour qu'il solutionne par lui-même son trauma, tout en apaisant les émotions. Ça, c'est s'il vient en phase active. Maintenant, s'il vient en phase de guérison, ben, j'ai plus de trauma à chercher. Donc, mon job d'accompagnant, ça va être de dire, ben, écoute, tu vas passer par telle phase, il va se passer ça, ou il y a un risque qu'il se passe ça. Et donc, je vais t'accompagner dans ces moments-là parce qu'il y a des symptômes qui émotionnellement sont difficiles à gérer. Donc là, je vais plutôt t'accompagner dans la gestion émotionnelle des différentes phases que tu vas traverser pendant la résolution et la guérison du corps, avec ou pas parfois des lésions définitives. ouais, Ça, il ne faut pas rêver non plus. Et ça aussi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et donc, j'aime insister sur, ça c'est mon rêve, mon vœu le plus cher, c'est la collaboration avec les différents corps de métier du milieu médical et de tout autre praticien de santé. faire le lien avec, Collaborer. c'est ça. Collaborer. Et du coup, cet ouvrage s'adresse vraiment aux praticiens de santé, quel que soit, ou praticiens de soins, quel que soit leur champ d'action. Exactement. Je l'ai fait relire par des gens non initiés, hein, donc qui n'étaient pas du tout dans le milieu de la thérapie, parce que je voulais qu'il soit vraiment accessible à tous. OK. Clairement, ma cible, c'est le personnel, les praticiens de santé, encore une fois, de toute obédience, quel qu'il soit. Mais ça pourrait intéresser un parent qui veut mieux comprendre comment fonctionne le corps de son enfant et son propre corps, et donc être vigilant à se dire, ah oui, effectivement, tiens, quand mon gamin fait régulièrement des bronchites, en fait, je dois faire attention au fait que ben, il a peut-être difficile à marquer ses limites, en fait, à exprimer ce qu'il ressent. Il se fait toujours envahir et il n'arrive pas à crier pour repousser son agresseur. Donc, il va faire des bronchites à répétition. Et donc, en tant que parent, ça facilite la grille de lecture. C'est ça, Clairement, même si ma cible principale reste le personnel de santé de en santé. général. Il est Et accessible, en tout cas, au niveau de la lecture à tout un chacun.
c'est ça. Si on a envie de s'intéresser à cette thématique et en même temps de se poser quelques questions, parce que dans ta première partie, tu parles vraiment d'exercices qui permettent à la personne, et j'imagine que même sans être soignant, on peut apprendre un peu plus sur soi-même et faire peut-être des liens soi-même sur certains comportements. Et dans la deuxième partie, on découvre ces 5 lois de la biologie pour pouvoir justement un peu mieux comprendre comment finalement tous les corps vivants réagissent, en tout cas ici tu t'adresses aux humains, mais comment la biologie va réagir de manière optimale pour la survie. Parce que ça, c'est la 5e loi de la biologie, c'est que tout a un sens quelque part. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça, par hasard, parce qu'on est malchanceux ou parce que c'est la fatalité. Exact. Euh, Tout n'est que mémoire, en fait. Si mon corps est capable de produire plus de salive ou moins de salive, de produire plus de lait ou moins de lait, et tout ce qu'il peut faire, c'est parce qu'il a mémorisé tous ces comportements-là au fil de l'évolution des espèces. Mm, Et donc, ça veut dire que s'il les a mémorisés, ça veut dire que l'être qui a trouvé la solution a réussi à se reproduire. clairement. Parce que s'il n'avait pas trouvé la solution, il n'aurait pas pu se reproduire. Il serait mort. Mhm. Donc, ça veut dire que sa solution a été d'office une solution gagnante, Ouais. qui va être engrammée dans notre génome et qui, en cas de besoin extrême, va ressortir ces vieux schémas archaïques qui peuvent paraître bizarres de temps en temps au jour d'aujourd'hui, mais qui, à une époque, a été le meilleur moyen de survie. Heureusement que les reins sont apparus pour conserver l'eau, parce qu'autrement, certaines espèces n'auraient probablement plus survécu à la sécheresse. Mhm. Oui, Et, et la problématique aujourd'hui, c'est de justement se retrouver dans un monde moderne qui est très confortable, mais qui a peut-être créé toute une série de stress, euh, petits stress, qui se répètent et qui peuvent, comme tu l'as dit, se répéter pendant 10, 15, 20 ans. Et on peut, j'imagine, être en phase active pendant très longtemps. on peut être en phase active toute une vie. C'est ça. D'où la Et difficulté, effectivement, pour le praticien de pouvoir juger, enfin, évaluer la vieillesse quelque part ou l'engrammage de la problématique pour y aller étape par étape. exactement, ça, c'est l'aspect le plus touchy de ces connaissances-là et de la pratique pour moi en général thérapeutique, c'est d'estimer la violence, l'intensité et la durée du traumatisme pour essayer d'en estimer l'impact dans le corps, pour décider ou pas d'interagir en disant ben ça, je ne touche pas. J'accompagne quelqu'un pour l'instant qui vient pour un problème de dévalorisation de soi et un problème cardiaque en même temps. Je ne touche pas à son problème cardiaque. Ça fait 20 ans qu'il est dedans. Je touche pas à ça. Je ne travaille que l'image de lui-même en douceur, calmement, pour qu'il se réapproprie cet espace-là. Mais je Ça, ne touche pas à son problème cardiaque. c'est ça. C'est pas la peine. Ce serait trop dangereux. Mais en tout cas, Brieux, merci beaucoup parce qu'on se connaît depuis quand même Oui. quelques années. J'ai voulu faire le compte tout à l'heure et j'y suis pas arrivé. Mais c'est 30 ans? toujours pas. Tu dis? 30 ans? 30 ans. Probablement Ouais, proche. 29, 30 ans. Ouais. Proche. Mais c'est toujours passionnant de t'écouter et d'avoir au fur et à mesure des années suivi ton cheminement, l'évolution de carrière. Je me souviens effectivement de cette époque où tu avais 36 000 activités justement pour trouver des solutions et que tu parlais à ce moment-là des lois biologiques. Et donc, un tout grand merci de nous avoir partagé avec autant de spontanéité et de vulnérabilité cette expérience et ces conseils. Est-ce que tu as quelque chose éventuellement à ajouter pour terminer cette interview? Bah, encore un tout petit détail par rapport au livre, c'est qu'à la fin du livre, il y a 17 histoires qui sont racontées pour justement donner des exemples Mhm. de ce qui se passe dans le corps et des exemples vécus en cabinet pour que les gens peut-être appréhendent plus facilement à travers l'histoire les 5 lois et les mécanismes. Et pour le reste, bah, je suis formateur également. Donc pour les personnes qui seraient intéressées par se former
à ces fameuses 5 lois, eh bien, prenez contact avec moi. C'est avec plaisir que je ferai un Zoom avec vous et puis qu'on discutera de vos besoins et de vérifier si ces 5 lois peuvent venir nourrir votre vie. Voilà. Et je te remercie vraiment du fond du cœur pour cet accueil, encore une fois chaleureux de ta part. Et je te souhaite un beau voyage dans la suite de Ben, tes podcasts. merci beaucoup, c'était encore une fois un vrai plaisir. Donc, on peut te retrouver sur brieuxsimon.be. Le Oui, livre sort fin du mois, alors évidemment, cette interview sera disponible, je l'espère, encore très longtemps. Donc, si vous nous écoutez en septembre 2023, c'est la fin du mois. Comment devenir un praticien du soin heureux qui sera disponible, écrit par Brieux Simon. On peut te retrouver également sur LinkedIn, je mettrai ton profil. Et sur LinkedIn, tu partages quand même pas mal d'informations. Tu organises de temps en temps des webinaires en ligne sur les 5 lois. Donc oui, j'invite notre communauté, qu'elle soit dans le domaine du coaching, du soin ou monsieur, madame, tout le monde, comme tu l'as dit, je pense que les parents ont un grand rôle à jouer aussi et à avoir comme ça des lectures qui permettent de mieux comprendre son propre corps, sa propre santé et celle des enfants. Je pense que c'est vraiment un très très bel investissement. Et donc pourquoi pas avoir comment devenir un praticien du soin heureux sous le sapin, puisque parfois on se pose la oui. question de savoir, tiens, je vais offrir quoi? Ben là, on est quelques mois à l'avance et on pourrait très bien avoir ce bel ouvrage sous le sapin pour un ami, pour un parent, pour un plus jeune, et ce sera certainement une lecture enrichissante et très intéressante. Je vous souhaite en tout cas. Merci Brieux, merci à Merci toutes et à beaucoup, tous, David. Merci avec à grand tous. plaisir de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement en lien avec cette interview, soit sur YouTube, soit sur les plateformes de podcasting. Contactez Brieux pour des questions plus techniques et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette interview, d'y mettre des étoiles, des petits cœurs, je sais pas, selon là où vous êtes, pour pouvoir partager votre appréciation du contenu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.